bonjour à toutes et à tous. Alors, j'en ai ici et puis j'en ai là. Harley Govy, président de l'association. Je suis ravi de vous retrouver. Je ne sais plus qui regarder. En fait, si je me mets là, je regarde tout le monde, ou quasiment. Donc, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes ravis de vous retrouver. Tous les membres de l'équipe de la CDU sont ravis de vous retrouver à l'issue, non pas à l'issue exactement, de cette foutue crise Covid qui nous a cassé les pieds, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on se retrouve pour partie en présentiel et puis pour partie d'un peu plus long. Donc c'est plutôt sympa. Après, non pas des mois de silence parce qu'on est resté en contact et qu'on a continué à communiquer, on a même inauguré le distanciel avec une petite camarade, Véro, ici présente, le clean, mais on avait peut-être fait autre chose aussi. En revanche, c'est la première fois, donc on arrive à se revoir pour manger 2 chips et un coup de pif. Je voulais vous, j'ai noté quelques petits trucs. Je voulais vous féliciter, enfin féliciter ceux qui qui ont décidé de payer leurs cotisations aujourd'hui ou hier ou avant-hier, parce que c'est plutôt sympa. On en a besoin et ça nous permet d'être là devant vous, avec vous. Donc sympa. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que cette foutue crise Covid qui nous a cassé les pieds, qui continue à nous casser les pieds, eh bien, finalement, elle a pas été si pas sympa que ça, parce qu'elle nous a obligés à nous adapter. Et en nous adaptant, on a trouvé le moyen de renouer le contact avec les petits camarades qui sont en province et qui ont trouvé de fait un intérêt. On en a 2 ou 3 ce soir parmi nous, qui ont trouvé un intérêt à faire partie de l'asso, alors qu'avant, c'était un truc de Parisiens fait pour les Parisiens qui ont des têtes de chien. Donc, on est content de se remettre en lien avec nos petits camarades de… comment est-ce qu'ils disent à la télé? C'est pas de province, c'est en région. Coucou Kitri, bonsoir. Et voilà, ça nous fait plaisir de renouer ce contact. La quatrième chose que je voulais vous dire, elle est là et c'est pas une chose. Je voulais remercier Jean-Marc Sabatier qui vient nous faire cette conférence ce soir et qui a bravé les grèves. Je ne sais pas s'il y en avait vraiment, mais en tout cas, ils ont essayé de nous faire peur. Qui a bravé le Covid puisqu'il est debout à côté de moi. Normalement, on a 1 mètre. Hein. Donc, s'il te plaît, ne me colle pas trop. Et qui ouvre le retour de ces conférences en présentiel et de ces apéros, vous savez qu'on y tient, notamment, surtout même pour le coup de pif, hein, le reste on s'en fout. Alors, clairement, et là on aurait voulu faire autre chose, mais je l'avais noté, puis on est en plein dedans, pardon pour les imperfections de ce soir, dans les caméras, il devait y en avoir plusieurs, j'arrive pas à charger le truc sur mon micro, bon, Pierre-Yves se débat. En tout cas, on va s'améliorer, on s'améliore à chaque fois, et c'est le but du jeu. En tout cas, on est ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben que Blandine, ici présente, dit bonjour Blandine, elle est là-haut, va prendre la suite, et qu'après le petit topo que nous fera Blandine sur les news de la CDU, eh bien, on passera la parole, nous passerons la parole à Jean-Marc. Vers 22h15. Vers 22h15, parce que normalement, je lui avais dit, mais ça dure, mais c'est… Voilà. Donc, Blandine, s'il te plaît, il est là, enfin, il s'est caché, mais il est là, il aimerait bien pouvoir parler. Mais à si toi, tu la parole. Si tu me laisses la parole, je pense que je peux aller très vite. Alors, je sais pas si on a pris. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je voulais vous faire un petit dessin, mais comme je suis sur le je n'ai pas trouvé. Donc, alors, est-ce que c'est à elle de mettre ou est-ce que c'est à nous? Vas-y, attends. Voilà. Activé. Ok. Alors, je recommence. Ah, c'est là, c'est là. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Blandine, on ne t'entend pas. Est-ce que sur ton, en bas de ton écran à gauche, en fait, oui, c'est bon. ouais. C'est bon, c'est bon. On entend Blandine. Hein. Blandine, Vous m'entendez? Oui. Vous me recevez 5 sur 5? 5 sur 5. Voilà. Je voulais. Alors, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je voulais vous dessiner un bonjour, mais comme je suis en dessin, je n'ai pas trouvé mon dessin. Donc, j'ai fait un gros soleil. Je ne sais pas si vous allez le voir. Enfin, voilà, avec un grand sourire. Je ne sais pas si vous
vous voyez très bien parce que je n'avais pas trouvé des feutres terribles, mais ce n'est pas grave. Donc, moi, avant de démarrer la conférence, moi, je voulais vous faire un petit peu de point, un petit point sur les actions qui sont en cours et celles à venir. Donc, je voulais vous parler de la digitalisation, mais bon, Harley vous en a parlé. Effectivement, on a digitalisé donc, nos conférences, ce qui permet aux externes de pouvoir participer aux conférences. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on a fait quand même 2 ateliers qui ont été menés durant le confinement, qui ont été menés par Fabienne et puis avec toute l'équipe. Actuellement, on est en cours de refonte du site. Alors ça, c'est une action qui est en charge actuellement par Pierre-Yves et Brigitte. Brigitte et Benoît ont aussi repris le lead sur toutes les séances d'intervention et d'échange d'expérience. Hein. Donc là, ils vont vous renvoyer un planning de session. On doit aussi, alors ce qui est à venir, c'est qu'on doit revoir aussi notre communication donc, sur le site, puisque le site, c'est notre vitrine. C'est-à-dire tout ce que l'on fait, pouvoir partager davantage tout ce que l'on fait, partager des articles intéressants, etc. etc. Une chose importante que je voulais vous partager, c'est l'important de mettre à jour vos fiches dans l'annuaire des coachs. Parce que il faut savoir que le site, c'est aussi renforcer la confiance des clients, de savoir que vous faites partie d'un groupe de coachs. Et puis, effectivement, pour accéder à vos coordonnées, c'est quand même beaucoup plus facile. De savoir que vous faites partie aussi des coachs de l'université. Sinon, quoi d'autre? Alors, et puis, les nouveaux arrivants, du coup, les nouveaux membres, hein, je les invite effectivement à créer du coup leur fiche dans l'annuaire. Sinon, juste pour terminer avec les prochaines séances de formation, il y en a une qui va avoir lieu le 23. J'ai dû peut-être me tromper dans la date. Si, du 23, pardon, si, c'est bon, du 23 au 27. Qui sera sur le praticien systémique intégrative. Ensuite, une formation CoDev le 28 et le 29 septembre. Et ces deux sessions vont être menées en fait par Frédéric Demarquet. Ensuite, il y a ensuite une formation en passage protégé, c'est prise de parole en public le 5 et le 6 novembre. Qui sera animé par Pierre-Yves Duval. Et puis, pour terminer, il y aura une formation d'accompagnement au changement dans les organisations le 26 et 27 novembre qui sera animée par Juliette Ricou. Et puis, juste une petite chose que je voulais, pour terminer, c'est de faire attention à notre newsletter, parce que maintenant, on fait une newsletter qui annonce quand même tout ce qui va être les actions, enfin tous les événements à venir et qui est envoyé tous les 2 à 3 mois. Donc, si toutefois vous n'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous renvoyer votre mail pour qu'on puisse mettre la base d'email à jour. Voilà, maintenant je passe la parole à Jean-Marc Sabatier qui va nous présenter, nous animer la préparation mentale. Merci. Merci. Voilà, en effet. Ça sort bien. Donc, en effet, aujourd'hui, on est réunis pour parler de ce thème-là qui a été annoncé donc, dans le programme. Donc, c'est un champ qui me passionne depuis maintenant plus de 20 ans. Et qui a été le fil rouge, la performance et le bien-être, ça a été le fil rouge finalement dans toute ma carrière. De prof de tennis à prof de théâtre, en passant par consultant d'entreprise, il y a toujours eu cette recherche, ce questionnement sur qu'est-ce qui fait la performance et qu'est-ce qui défait la performance. Donc c'est de ça dont on va parler ce soir. Alors, donc voilà, moi j'ai eu un parcours en entreprise, dans le sport et dans le théâtre. J'ai été donc à la fac, pas dans la même promotion que toi, mais en 2005, à Paris 8. Et après, il y a eu tout un parcours de formation
Voilà, donc vous pouvez vous renseigner, c'est très facile hein, d'avoir. D'ailleurs, sur ma fiche de la CDU, tout est bien renseigné. Ah, super. Et voilà, donc j'ai suivi les conseils. Donc vous pouvez retrouver mon parcours, ça gagnera du temps, sur la fiche de la CDU, parcours, diplôme, etc., certification, tout ce que vous voulez. Voilà, les livres qui correspondent à mes travaux, mes recherches, donc, sont aussi disponibles dans toutes les librairies, à Fnac, Amazon, etc. Le dernier en ligne, petit projecteur, le dernier en ligne, c'est Meilleur, que j'ai écrit pendant le confinement. Effectivement, 3 mois de 24 sur 24. Hein. C'est vraiment ce qui résume le mieux les 10 dernières années d'activité, avec beaucoup d'extraits de séances. Donc ça, pour les experts coachs ou les coachs en formation, il y a beaucoup d'extraits de séances et donc de méthodologie. Je décortique un peu ce qui nous est arrivé dans la séance parce que c'est pas que à moi ou au coaché. Donc c'est vraiment, il y a des bons retours sur les premiers échanges que j'ai eu. Il est sorti très récemment. Alors le thème, on rentre directement dans le thème parce que je voudrais qu'on rentre dans le cœur du thème. Donc en fait, dans tous les contextes dans lesquels j'ai eu la chance d'évoluer, il y a toujours eu ces situations à enjeu, quoi. Toujours. Il y a toujours des situations à enjeu. Il y a toujours un contexte où à un moment, on n'est pas forcément hyper à l'aise, hyper en zone de confort, on est en difficulté ou en apprentissage où on se demande comment on va réussir. Et ça amène à soit du stress, soit effectivement après ce qui peut amener des comportements automatiques ou des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et notamment parfois des blocages, et en coaching on a ces étapes de blocage, d'aléas. Après la définition d'objectifs, c'est toujours ces freins, et donc on travaille à partir de ces freins-là. Et donc je me suis interrogé parce que quand j'ai eu la chance d'accompagner des sportifs de haut niveau et d'échanger avec eux ou des entraîneurs de haut niveau, il y avait des gars qui arrivaient quand même très facilement j'avais l'impression qu'ils arrivaient très facilement dans des zones, alors je vais définir ce que c'est la zone, mais dans des zones où j'avais l'impression qu'ils étaient dans le succès, quoi. Là, il y a je ne sais pas si vous voyez à l'écran, il y a un petit médaillon avec Henri Lecomte en 91 quand ils ont gagné la Coupe Davis, où lui, sur ce match-là, il joue, ceux qui aiment le tennis, il joue comme sur un nuage. C'est-à-dire qu'il racontera après dans des interviews, moi j'ai eu la chance d'échanger, et il vous dit, ce jour-là, il ne pouvait rien m'arriver en fait. C'est-à-dire que, et je sais pas, vous regarderez, dans mes formations, parfois je passe juste 45 secondes d'extrait du match contre Sampras. Alors évidemment, il y a le contexte, il y a le public, il y a les gens à Lyon, à Gerland qui sont furieux, etc. Mais lui, il fait des choses qu'il ne refera plus jamais d'ailleurs, ou très rarement dans sa carrière, etc. Donc, et ainsi de suite. Ça m'avait vraiment percuté ce jour-là parce que j'avais vu un truc, un gars en transe, un gars vraiment dans une zone d'excellence. Et puis je l'ai revu plein de fois en fait. Là, c'est un exemple, si vous le regardez, on comprend tout de suite. Mais je l'ai revu plein de fois. Et donc ça m'a interrogé, je me suis dit, mais comment certaines personnes arrivent à régulièrement entrer dans une zone qui pourrait s'appeler la zone optimale de performance. Et pourquoi moi, quand j'étais joueur de tennis, quand j'avais 12 ans, 15 ans ou 16 ans, j'avais l'impression de jouer bien à l'entraînement et quand j'arrivais sur le match, pas forcément au maximum de mon potentiel et je ne comprenais pas pourquoi. Et ce n'était pas technique, je m'étais bien préparé, mais il y avait des blocages, il y avait des choses qui s'étaient installées qui ne marchaient pas. Et depuis que j'ai 12 ans, ça me perturbe. Hein. C'est-à-dire, c'est pas encore. Bon, là, maintenant, ça y est, je commence à avoir des débuts de réponse, mais ça m'a vraiment perturbé. Donc, ça a été vraiment un truc que j'ai vécu moi et que j'ai après vécu à travers évidemment, les accompagnements de sportifs et de cadres dirigeants. Donc, je me suis posé la question comment ils ont fait, les gars. Alors, quand vous interrogez les gens, il y a des sportifs de très haut niveau qui vous disent. Par exemple, il y a un gars, Escudé, qui a gagné la Coupe Davis aussi, en 2001. Et je lui ai demandé, on lui a demandé comment. Parce qu'il a fait aussi le match de sa vie contre Hewitt en finale. Et pareil, il a eu l'impression de tout réussir, vraiment un truc assez unique, une sensation très unique. On va le définir après, mais c'est très unique. Et il me dit, je ne sais pas en fait. Donc il a accédé à ce haut potentiel, plein potentiel-là, une fois, mais il n'est pas capable ni d'en savoir. Donc en PNL, on parle de stratégie d'excellence. Il ne sait pas la stratégie d'excellence qu'il a mis en place.
Alors, coup de chance, ça a été en finale de la Coupe Davis, c'est canon. Heureusement, c'est pas au premier tour de Bogota, parce que si c'est un match sans enjeu, c'est moins cool. Là, tout le monde, enfin, c'était vraiment dans un... Mais c'est dommage de pas savoir, de pas pouvoir le raconter et le modéliser, parce que si tu peux le modéliser, tu peux le reproduire. C'est ça qui m'a interrogé en fait dans cette recherche depuis des années. Donc, il y a évidemment tout ce qu'on voit pas. Tout ce qu'on voit pas, ce que les gens voient à la télé, c'est quand j'ai certains coachés que je vois à la télé, parfois, ils font des événements, ils m'appellent avant, machin, je les vois. Et ils ont, c'est comme l'image avec le clown avant, et puis il est dans la lumière, et il fait son truc, puis après, on ne sait pas. Ben nous, à la télé, on voit que ce qui fonctionne, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant, et on ne sait pas ce qui s'est passé après. Et donc, c'est très rigolo de voir ce qu'on voit, c'est le succès, ou les échecs parfois, d'ailleurs, des fois un peu durs à la télé, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Et c'est ça qui m'a animé pour rechercher. Donc, si je vous posais la question, c'est quoi pour vous être fort mentalement? Je vais jouer avec les gens dans la salle puisqu'ils sont là, mais juste comme ça, à la volée, c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est les ingrédients finalement qui font que... C'est quoi pour vous être fort mentalement? Comme ça, ouais. Pour moi, c'est quand on se prend une barre, on reste pas à terre pendant 3 ans. Donc, c'est la capacité de rebondir? Ouais, d'accord. C'est l'apprentissage. L'apprentissage permanent? Ouais. L'endurance. L'endurance, la constance, c'est encore un autre soft skill, ouais. Quoi d'autre? La persévérance, oui. La concentration. Très bien. Donc la capacité de se concentrer, mais aussi de se protéger de l'environnement. Très bien. Gérer ses émotions. Ouais. Qui crie? Je t'ai pas oublié, hein, t'as le masque, mais... La flexibilité mentale. Ah oui, il y a aussi les gens en ligne, bien sûr. Quelqu'un qui veut prendre la main? Je n'ai pas entendu la réponse, pardon. La flexibilité. Flexibilité, l'adaptation, bien sûr. Et tu disais? Oui, c'est vrai. La capacité d'avoir la même prestation en intensité régulière. Ouais, très bien, super. OK. Autre chose? Après, on avance, hein, mais... Sur quoi? Donc la capacité, d'accord. Donc c'est dans la concentration. C'est la capacité à se centrer sur uniquement soit le moment présent, soit l'objectif. Ouais, très bien. Super. Donc il y en a, vous avez compris, il y en a plein. Il y en a plein. On va les détailler un peu, mais évidemment ça suffira pas 45 minutes puisque il y a une vingtaine de jours en fait de formation détaillée sur les capacités, les compétences, comment les mettre en place. Comment les habiletés mentales, on parle en préparation mentale, comment se les approprier, comment les travailler. Donc, il y a, soit on peut le faire évidemment via mieux se connaître, via des formations à chaque fois, sur chaque domaine, hein, on va voir, soit avec du coaching, enfin, il y a plein de modalités pour travailler. Mais c'est un travail de fond. C'est pas magique, c'est un travail de fond. L'athlète qui vient, qui dit je veux gagner Roland-Garros, je m'entraîne 2 fois par semaine, même si... Ok, il y aura peut-être des petits réglages, etc. Mais il n'y a rien de mieux que le suivi en préparation mentale sur le long terme. Et si on peut commencer à un âge un peu plus tôt, c'est bien. Et aussi, il faut sensibiliser tout l'environnement. On y viendra, mais il y a un accompagnement à faire sur la formation des entraîneurs, etc. et des présidents. Parce que l'environnement, évidemment, s'il est toxique, tu auras beau, toi, à ton niveau, consulter en cachette, parce que c'est ce que font certains athlètes en cachette un préparateur mental. Si l'environnement est toxique, on va passer notre temps à essayer de réparer ce qui est détruit au quotidien. Donc, si tout le monde est sensibilisé sur ce qu'est, comme vous avez dit, une bonne concentration, les rituels de concentration, si on parle que de la concentration, les rituels, parce que c'est des rituels individualisés, parce que chacun, vous savez, en PNL, chacun a ses modes d'entrée en concentration. Donc, si quelqu'un arriverait dans un groupe de footballeurs et dirait on va se concentrer de cette manière-là, c'est comme on est à l'école, c'est passer à côté de tous les modes il y en a, ils sont très sensibles à la musique, il y en a, ils sont très sensibles au contraire, il faut qu'ils s'isolent. Donc, il faut savoir comment, ça, j'ai pas le temps de rentrer aujourd'hui dans la concentration, c'est un module de 2 jours, mais il faudrait savoir, et ça, il faut faire un test, etc., pour se connaître, etc., savoir et individualiser ces rituels. Mais une fois qu'on a ce rituel, moi, j'ai mis en place des rituels, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a la télévision, j'ai mis en place des rituels avec certaines personnes, une fois qu'ils savent, c'est ancré pour toujours, et ils gagnent un temps précieux pour rentrer très très vite dans leur événement.
et faire la prestation dont ils ont besoin. Mais tant qu'ils perdent, j'avais une judoka, je vous donne juste une petite anecdote, je sais que de toute façon je vais courir après le temps aujourd'hui, c'est normal. Je vous donne une anecdote, mais une judoka qui, son entraîneur lui disait, ça c'est juste par rapport à la concentration, il faut que tu t'isoles pendant 7 heures ou 5 heures avant. Donc elle était toute seule dans son vestiaire et elle faisait évidemment, dès que faisait le match, 5 heures, elle consommait toute son énergie, elle arrivait sur le tatami, c'était une judoka, elle était épuisée. Elle me dit, je ne comprends pas, je perds, machin. Je dis, oui, mais enfin, on va rentrer dans le rituel, enfin, la concentration et après dans le rituel, il y a une erreur. Et ça, si son entraîneur n'arrête pas de lui dire, isole-toi et fais comme ça. Donc il faut aussi que les entraîneurs soient sensibilisés à toutes ces choses-là. Il ne suffit pas que l'athlète vienne. Bon. Donc la zone, je passe très vite, vous regarderez sur, pas la peine de rentrer aujourd'hui dans le détail, mais je ne suis pas celui qui l'a inventé. Hein. D'accord ? J'ai juste approfondi le truc, je l'ai un peu étayé, mais James Lohr en a parlé, performance avec des ingrédients, muscles relâchés, le temps qui paraît plus lent, on a le temps de faire les choses, etc. Vous verrez le détail, mais il y a déjà des gens qui ont parlé de la zone. Hein, Cizenne Niali, on a parlé aussi dans le flow. Voilà. Donc, lui, il parle, ce qu'on ressort de ce qu'il parle, c'est l'absorption totale d'une personne dans une occupation, l'impression d'être immergé, et donc ça répond à ce que vous commenciez à dire, cette capacité à être complètement immergé. Donc lui, il en avait parlé. Moi, ma définition de la zone, c'est beaucoup plus global et systémique que ça. C'est un accès à son plein potentiel sur demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai une conf à faire avec vous. J'ai tellement travaillé sur tous les aspects individuellement les uns les autres et à plein de moments différents que quand j'ai besoin à ce moment-là d'être concentré pleinement avec vous, de donner le maximum, etc., j'arrive. Alors, j'arrive pas à 100%, moi, pour mon cas à chaque fois. Mais en travaillant le plus possible, tu as accès le plus possible à la meilleure prestation que tu puisses donner. C'est ça le but, en fait. C'est ça l'idée, de viser ça. Et évidemment, vous avez compris, les ingrédients pour y arriver sont nombreux. Alors, j'en ai fait une méthode que c'est dans celui-là plutôt. C'est dans Meilleur, mais il y a aussi dans Force Mentale, où je détaille toutes les lettres, toutes les notions qui sont en même temps psychologiques, philosophiques. J'ai emprunté à plein de champs en fait, différents pour les mettre sous des lettres et des notions. Et à l'intérieur de chaque notion, il y a des tests aussi psychotechniques, on en reparlera. Et après, on peut se mesurer à l'entrée quand on fait une première séance, on peut mesurer. En concentration, vous allez avoir 7 sur 20. Et puis quand vous travaillez, vous pouvez repasser le test et vous allez monter à 14 si vous avez bien travaillé. Donc on peut mesurer évidemment les progrès faits par les gens. Donc il y a acceptation, on va voir le détail, acceptation, adaptation, confiance, donc flexibilité, quelqu'un avait dit tout à l'heure. Donc ça répond à tout ce que vous avez dit, concentration, émotion, émotion, vous avez dit aussi gestion des émotions, détermination et motivation, environnement, gestion de l'environnement, vous en avez parlé, vous voyez qu'on sait déjà tout ça en fait. Vous savez déjà tout ça. Après, là ce qui va être sympa, c'est la notion chimique et systémique de la méthode. Avec cette grille un peu, d'avoir ça en grille de lecture. La responsabilité, les ressources, l'apprentissage permanent, vous en avez parlé. Donc la chimique, pourquoi? Parce que en fait, toutes les lettres sont liées et ce qui est une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Pourquoi c'est une bonne et une mauvaise nouvelle que toutes les notions dont je vous ai parlé soient liées? On ne peut pas isoler une notion en fait. Si y en a une qui est bien développée, il y a des autres. Yes. En même temps, quand même, qui n'est pas développée, il pose problème, ça arrive beaucoup. Yes. T'as déjà lu le livre ou quoi? Non, je suis formée à la pratique. Ah bah voilà, mais là il y a déjà, on sent déjà les… Évidemment que je me suis… moi j'ai été chez Balta pendant 5 ans. Bon, je ne peux pas ne pas avoir été impacté par cet homme-là. Donc je me suis nourri de ça. Et effectivement, alors là, ça c'est la bonne nouvelle. Enfin, tu as parlé à la fin de la mauvaise nouvelle. C'est clair que la bonne nouvelle, c'est que quand tu commences à travailler sur la confiance en soi, la confiance même en la vie, enfin, toutes ces notions de confiance, on va regarder, ça rejaillit sur toutes les autres notions. Ça débloque des croyances sur toi et sur la vie, sur les autres. Donc ça travaille sur l'environnement, on va parler. Et tout est comme ça. La mauvaise nouvelle, c'est que quand par exemple, tu as un deuil, on sait dans les traumas, etc., ou par exemple un sportif qui perd devant tout le monde, qui est un peu humilié, etc., la mauvaise nouvelle, c'est que ça peut créer un blocage émotionnel. S'il n'est pas requalifié, enfin traité, et ça va créer des croyances, etc., etc. Ça va impacter la confiance et l'estime. Et après, derrière, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus rien faire. Donc, il faut travailler de manière un peu tout et en même temps la porte d'entrée de ce qui arrive.
Donc, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, je vous ai parlé des diagnostics. Ça, on met des diagnostics en place avec une grille que j'ai faite. Les prérequis, bien sûr, il faut du travail. La préparation mentale n'est là que pour optimiser ce qui existe déjà. Donc, il faut, en sport, par exemple, ça va optimiser la technique, la tactique, la stratégie, le physique. Quelqu'un qui ne s'entraîne pas physiquement et qui vient voir, est-ce que déjà, prérequis, et dans l'entreprise, c'est pareil. Dans l'entreprise, quelqu'un qui voudrait optimiser ses qualités mentales, de concentration, de gestion de l'environnement, etc., s'il n'a pas un prérequis de certification, de diplôme, etc., ça ne marche pas. Ça ne vient pas remplacer un pilier, ça vient ça vient huiler et sublimer tous les autres piliers. Okay, c'est important parce qu'il y a des gens, on n'est pas des gourous, on n'est pas des magiciens, on huile la machine. Voilà. Si le gars il va pas bien, on huile, on arrête. Et par contre, c'est à très haut niveau, la prépa mentale, maintenant les travaux de recherche sont, la littérature est fourmille là-dessus. On sait que la différence peut peser 20-25% dans la performance. Ça peut être énorme à l'arrivée, c'est ça que je voulais dire. Mais ce n'est pas magique. Mais ça peut être énorme à l'arrivée. En ce moment, ça se développe sur le e-sport, sur le poker, le e-sport, les games, etc. Puisque les équipes professionnelles ont beaucoup plus de budget aujourd'hui. Il y a des équipes professionnelles en e-game, en e-sport. Donc, il y a des budgets de millions, etc. Donc, ils construisent des staffs de performance comme en entreprise. Et donc, on intervient aussi dans ces staffs-là pour les aider à mieux dormir. Après, c'est mieux dormir, optimiser l'énergie, mieux se concentrer, etc. Tous ces trucs-là. Est-ce que c'est facile? Non. Pourquoi? Parce que mieux se connaître, c'est toute une vie. Donc, moi, chaque 10 ans, j'apprends de nouveaux trucs, c'est cool. Ça ne s'arrêtera jamais, j'espère. Et c'est top. Donc, c'est un champ qui est infini. On sait, hein, vous êtes tous dans la salle, dans des études longues. Vous savez que même à bout de 10 ans, on a parlé déjà, à bout de 10 ans, ça s'arrête. Ça continue. Donc, toutes ces lettres-là, acceptez. S'il y a des questions, vous y allez. Hein. Soyez à l'aise. Hein. Je déroule vite parce que voilà, on m'a donné un timing, mais ce n'est pas un cours magistral non plus. Hein. C'est une braise. Donc, voilà. Première notion, ça va être. J'ai fait un acronyme pour accéder à la zone, mais en fait, ça pourrait être dans le désordre. Si quelqu'un arrive en me disant, en verbalisant, c'est la confiance. On attaque par ça, on décortique et on remonte le fil. Mais disons que voilà, on va commencer par la gestion de l'enjeu parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même une porte d'entrée, même quand on a un nouveau boulot. Enfin, ça peut être des contextes qui reviennent dans la vie même. Donc l'enjeu, ça, certains sportifs disent on la boit la pression. Ça dépend la représentation qu'on a et le vécu qu'on a des situations à enjeu. Mais de toute façon, on n'y échappera pas. La vie, c'est une succession d'étapes, de choses à faire. Donc, il y a forcément de l'enjeu. Ça, c'est pas ma question. Ma question, c'est quand le stress devient surstress, pour tous ceux qui sont certifiés ou qualifiés ou formés en qualité de vie au travail, quand le stress devient surstress, là, ça m'intéresse. C'est-à-dire quand le stress normal de la vie vient se transformer. Alors là, ce n'est pas l'environnement qui vient nous l'appliquer. C'est nous qui nous mettons un surstress. Là, ça m'intéresse en prépa mentale. D'accord? Parce que sinon, le stress, c'est bien pour se mettre en mouvement, c'est cool. Vous le savez tous. Maintenant, là où ça m'intéresse le plus, c'est quand il y a un surstress qui est importé par nos dialogues internes, nos pensées, nos croyances, tout ce qu'on a mis en place, ou un trauma non résolu. Donc, c'est juste aller voir les programmes cachés. Deuxième aspect, on a plein des aspects, je ne peux pas les développer tous. Deuxième aspect, c'est avec le rapport à l'erreur. Parce qu'on a parlé d'apprentissage permanent la dernière fois. Quelque chose que je travaille beaucoup, c'est le rapport à l'erreur, que ce soit en entreprise d'ailleurs, en management ou à titre individuel. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en France culturelle aussi à décortiquer, c'est le rapport à l'erreur. Je suis très attentif en filtre, en grille, je ne veux pas de ma grille d'observation, je suis très attentif à comment les gens font quand ils se plantent. Et comment l'environnement réagit quand quelqu'un se plante dans l'environnement. Ça, c'est un truc qui est très important pour moi parce que s'il y a déjà des réactions un peu dures sur l'échec, que ce soit alors, de l'environnement à soi, les parents aussi, les injonctions, etc., mais de soi à soi, ça devient un problème. Et souvent, on a introjecté des choses qui ne nous appartiennent pas et on a rigidifié notre rapport à l'erreur. Et là, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Et ça, 80% des gens, 60% des gens que j'accompagne, il y a cette dominante-là, de rigidification de rapport à l'erreur. Donc, ils s'auto-sabordent, ils s'auto-mutilent. Toutes les problématiques d'auto-sabordage, après, sont liées aussi à ça. J'ai peur de rater, j'ai peur d'être jugé. Hop. Donc, assouplir son rapport à l'erreur, ça peut être un travail qu'on fait aussi en coaching.
Ça peut être aussi un travail qu'on fait en formation, travailler sur le rapport à l'erreur. C'est super passionnant à faire. Je vous encourage à chercher comment on fait pour assouplir son rapport à l'erreur. Parce que culturellement, c'est pas là. Ni en entreprise, ni en France. La faute, on parle de faute, c'est presque religieux. Ouais. Tu en parles dans tes bouquins? Oui, 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 dans celui-là, il y a 30 pages, il y a 100 pages sur l'échec. 100 pages sur l'échec là-dessus. C'est énorme, énorme. J'arrive dans une boîte, premier jour, j'observe, la secrétaire répond pas au téléphone, ça a sonné 3 fois et tout de suite elle s'énerve, elle s'agace elle-même, hein, toute seule. Alors, est-ce qu'elle a été engueulée avant par son N+1? Est-ce que c'est une règle? Est-ce qu'elle n'est pas dans les clous? Est-ce que ça, je ne sais pas, mais en tout cas déjà, elle est déjà en train de monter en pression toute seule. Donc elle va répondre au gars déjà énervé. Donc la relation client, je te laisse imaginer ce que ça va être. Mais après, ça va succéder, ça va évidemment s'impacter toute la journée avec les équipes. Rapport à l'erreur, je peux t'en donner, mais si tu veux un autre, on arrive, la technique ne marche pas, on pourrait s'énerver sans vouloir, je pourrais commencer à monter sur mes grands chevaux, mais comment, je fais 2 heures de route, vous m'avez machin, qu'est-ce qui se passe, il y a pas, rien n'est prêt. C'est prêt en fait, tout est prêt en fait, tout va bien en fait. C'est juste fou. Ça va, il y a 5 minutes, ça va, tout va bien, il y a 5 minutes de délai, voilà, c'est superbe ici, on est sur un super plateau, dans une super salle, il y a une super lumière. Je veux dire, c'est aussi une manière de voir les choses. C'est lié aussi, on va voir, dans la confiance à la positive attitude, quoi, en gros, à la psychologie positive, ceux qui ont été formés aussi, il y a cet aspect-là, quoi. C'est comment je prends les choses, mais en temps réel. Hein. Ok, ça va, quoi. Oui, ok, il faut être à l'heure. C'est vrai que moi, j'aime bien être à l'heure parce que je trouve que c'est cool. Parce que j'ai fait aussi de la visio en tant que participant et on attend, c'est pas cool. Mais après, voilà, ça va. Mais il y en a 1000. Et toute la journée, tu regarderas, si tu as ce filtre-là, toute la journée, tu verras des gens, soit de soi à soi, soit de soi aux autres, qui sont sans arrêt en train d'accuser, juger les gens sur les erreurs qu'ils font ou sur les erreurs qu'ils pourraient faire, ce qui est encore pire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore en train de faire, mais le manager, il arrive et il dit « Bon, alors, dis donc, mais j'ai pas fait. » « Oui, mais tu allais le faire !» « Oui, mais j'ai pas, le client n'est pas là. »« Oui, mais il faut que ce soit prêt !» L'autre, elle est déjà en surstress parce que ça, c'est hyper important. Ah, vraiment, il ne faut pas me lancer sur ce sujet-là parce que là, pour le coup, je vous dis, c'est un truc que j'adore étudier. En fait. Ok, donc l'ouverture, j'ai mis Roger parce que c'est quand on écoute ce qu'il dit, Federer, c'est l'ouverture, la curiosité. Ça, c'est vraiment un soft skill qu'il faut avoir. Il faut avoir. L'ouverture, la curiosité, ça facilite aussi la suite. Là, j'ai mis Jordan parce que c'est un des plus grands athlètes de tous les temps. Vous connaissez cette fameuse citation où il dit « j'ai raté 10 000 tirs, etc. » C'est juste inspirant, quoi. Juste inspirant. Tous les plus grands champions, même Sarko, là, l'autre fois, qui a quand même été… On l'aime, on l'aime pas, mais il a été président de la République, même la plus haute fonction de l'État. Quand il passe la semaine dernière, il dit « j'ai fait que les erreurs ». Et c'est aussi pour ça que j'ai réussi certains trucs. Donc moi, ça m'inspire beaucoup. Je me dis comment est-ce qu'on peut extrapoler de l'erreur, des choses, du sens, de l'apprentissage, tout ça. Et ça, on ne le fait pas assez. Je suis désolé de vous dire, je le constate tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui encore, on ne le fait pas assez. Si chacun le pratique, je peux vous dire que ça va changer, ça va révolutionner le management, la performance collective, individuelle, etc. C'est une révolution à mener. Bon, j'ai bon espoir qu'avant que je prenne ma retraite, 10 ans, 15 ans, on y arrive. Ouais. Du coup, ça ramène pas aussi la définition de pratique. Bien sûr, la dramatisation de l'événement, bien sûr. Il faut de la légèreté, ça ramène à la légèreté. Alors, être léger ne veut pas dire je m'en fous, tu vois. Mais c'est juste tranquille, restez calme. En fait. Il va y avoir un truc, on traite le truc. Parce que les trucs, il y en a toute la journée, des aléas. On avance. Donc, autoriser, résister et persister, on en a parlé tout à l'heure. J'ai mis Jack Ma parce que quand on regarde sa bio, c'est quand même assez inspirant. Il a foiré tout ce qu'il a voulu. Alors lui, il a été rejeté de KFC, de l'armée, de la police, de Starbucks, de tout ce que vous voulez. Derrière, il devient le 16e fortune du monde. Donc voilà, il faut avoir des anti-exemples parce que c'est super inspirant pour les gens que vous allez accompagner qui sont en difficulté. Il y a des gens que vous allez accompagner qui sont en galère, en plein dans une galère. Et dans ce livre, en fait, c'est pas pour la promo là pour le coup, vraiment, il y a en fait, je me suis amusé à la fin mettre plein de cas, des échecs par artiste, par sportif, par dirigeant. Donc vous avez 20 pages
d'échecs et comment ils ont raté. Et ça, c'est top parce que personne n'en parle en fait, parce que les gens ne sont pas fiers de leur échec. Bon, ensuite, évidemment, il faut se comprendre. Donc, il y a tout ce travail de mieux se connaître. Et ça, on peut le faire de plein de manières différentes. Je n'ai pas de choses particulières. Tous les outils sont bons pour mieux se connaître, tant que ça va pour la performance. Et gérer ses peurs qui vont être en lien avec les émotions plus tard, dans un autre item. Voilà, les peurs communes que les coachs citent. Peur de réussir, peur d'échouer, peur de rater, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir soi, les autres, etc. Toutes ces peurs-là, il faut les traiter. Donc ça, en coaching, ça se fait très bien. Vous savez le faire. Je n'ai pas un truc particulier à vous apporter là-dessus. La technique du petit pas chez Rabalta, travailler sur des mini-objectifs et des petits pas, donc ça c'est très important. Souvent les erreurs de fixation d'objectifs, des termes d'objectifs, c'est partir trop global, trop général, ou alors c'est couper petit. Découper petit c'est bien, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et la capacité de gérer ces objectifs aussi par rapport à l'environnement et de construire une communication efficace par rapport à l'environnement. Donc ça c'est par rapport à l'environnement. Je vous le dis tout de suite parce qu'en fait, vous avez compris, là, on est toujours dans l'acceptation, mais en fait, toutes les notions sont liées, je vous l'ai dit au début, ce qui veut dire que quand on parlera de l'environnement, on parlera aussi de l'acceptation. Magique, hein? C'est joli. Moi, je trouve ça assez artistique, en fait, quand on le représente, que toutes les notions soient liées et que quand on rentre dans un endroit, on peut aller dans un autre, puis revenir. Voilà, la résilience, évidemment, dont vous avez parlé tout à l'heure, rebondir, se reconstruire, faire de ses forces, faire de ses faiblesses une force. Évidemment, il y a la notion de confiance qui est aussi liée à plein de choses. Perdre confiance est la chose la plus facile du monde, que ce soit de soi à soi ou de soi aux autres. Il suffit que Harlem m'invite et que je ne vienne pas et que je ne donne pas de nouvelles. Et vous allez voir que la confiance va très vite s'étioler entre nous. Pareil, s'il m'invite et que j'ai plus de nouvelles de lui, je vais me dire c'est quoi cette association qui se passe. Ça va très vite, hein. Il se peut, on ne sait pas parce qu'il peut avoir une panne de mail, il peut avoir un accident, il peut être en Covid. Donc en fait, on va déduire des choses. En fait, on voit que la confiance, elle s'effrite très rapidement, même sans savoir. C'est là où c'est encore plus pernicieux d'ailleurs. Moi, je peux me mettre à peur. Moi aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est des notions, c'est très facile de les perdre. Et la confiance, alors là, pour le coup, pareil, c'est quelque chose de très complexe. C'est pas du tout simple. Les formations sur la confiance qui ne font ressortir que un ingrédient comme le body language, c'est-à-dire la posture, ou c'est les fameuses booster postures, ou alors de ne parler que du dialogue interne en PNL, etc. Moi, je trouve que c'est insuffisant. Et je trouve que la confiance va bien au-delà de ça. C'est en même temps tout ça, et c'est bien plus. Et il faut vraiment prendre du temps si vous abordez ça. C'est pas un truc, ok, c'est bon, la confiance, quoi. C'est pas comme ça que ça se joue. Ça se passe juste sur la physiologie. Il y a des interactions entre ce qu'on se dit, ce qu'on ressent, le corps, comment il l'imprègne, l'environnement, mon passé. Et donc, il faut traiter tout si on veut vraiment monter en confiance donc, à tous les niveaux. C'est vraiment… mais c'est super beau comme truc à faire, de travailler là-dessus. Mais c'est riche. Donc, la définition idéale, ce serait agir comme si l'échec était impossible, bien sûr. Là, on voit tout de suite cette phrase. Si on agit comme si l'échec est impossible, je fais ce que j'ai à faire. Et je me mets dans un état de confiance idéal. Donc ça, c'est le but. Maintenant, il y a plein d'ingrédients. L'estime de soi qu'on peut travailler sur 5 jours, 6 jours, 10 jours. L'apprentissage permanent qu'on peut révéler, entraîner. L'objectif, évidemment, qu'il faudra déterminer que ce soit motivant parce que souvent, les gens sont démotivés parce que l'objectif n'est pas bien fixé. Les croyances boostantes, ça se décortique aussi pendant longtemps. Et le dialogue interne et le body language qui doit être aligné. Dialogue interne, vous comprenez tout ce que ça veut dire. Dialogue interne, c'est la multitude de voix qu'on a à l'intérieur et qu'on utilise à bon escient ou alors à mauvais escient. Okay. Donc, si je me dis avant de rentrer, je suis nul, j'y arriverai pas, les gens me détestent, ça ne me met pas dans les meilleures conditions pour faire la prestation. Si par contre, je recrute mon coach intérieur, après ça devient naturel, mais au début, ça peut être artificiel pour les coachers. Hein. Vous pouvez leur dire, moi artificiellement, je leur dis de s'outiller avec un dialogue interne externe qui va être au début, comme Nadal fait, aller, etc. C'est artificiel hein, quand on n'a pas confiance. Hein. Mais à force de l'entraîner, en fait, il devient intérieur. Ça devient un outil. Donc, il faut travailler à tous les niveaux pour la confiance. C'est vraiment quelque chose d'important. Il y a des erreurs communes sur la confiance qui est vous n'êtes pas ce que vous faites, vous connaissez ça. Hein. D'accord ?
Il faut départir ça. L'estime de soi. C'est une philosophie également. Donc, il faut travailler au niveau des croyances. En management, je travaille beaucoup sur les points forts. Juste une seconde. En management, je travaille beaucoup sur les points forts parce que culturellement, on n'arrive pas à ressortir ce qui a bien marché. On a du mal. Même quand vous demandez à quelqu'un c'est quoi vos points forts, un manager à très haut niveau. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Souvent, les gens sont là. Je ne sais pas. On n'est pas habitué. C'est souvent pris pour de la prétention ou pour. Non. Vous êtes bon en prise de parole, vous êtes bon en prise de parole. Je suis à l'aise, ça me va. Par contre, sur l'aspect gestion, donc je peux reconnaître, si je reconnais mes points forts, je peux reconnaître aussi mes axes d'amélioration. Ça va? Ça va tout le monde? Ouais. On suit. Ok. Donc c'est lié aux croyances. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail, il y a tout un travail sur les croyances. Mais c'est associé au dialogue interne aussi, vous comprendrez bien. Bien se parler. Les règles rigides, ça ne marchera pas non plus en communication, mais ça vous connaissez. Pratiquer la bienveillance, c'est quelque chose qui n'est pas un vœu pieux. Et comprendre comment les émotions influencent et comment les émotions sont influencées aussi par le dialogue interne et les body language. Donc on peut travailler avec 3 portes d'entrée avec un coaché. Sur la posture, mais aussi sur les dialogues internes, les croyances, les pensées, et aussi à partir des émotions. Soit en entrée, soit en sortie. Ah, ça fait un travail déjà, c'est pas mal. Hein. Évidemment, tout ça, c'est pour que la performance soit bonne et que pour le jour J, soit prête pour un événement. Hein. Là, moi, je ne fais pas de thérapie. Je ne sais pas faire. On est d'accord que je suis orienté, objectif, et je dois passer mon bac, je dois passer l'ENA. Je ne sais pas, tous les gens, je passe mon truc de tirage d'opéra. Tous les gens qui ont un objectif avec pression, avec enjeu. Vous allez pouvoir travailler à plein de niveaux différents. Et ça, c'est passionnant. Il y a des émotions qui sont associées au niveau de la confiance aussi. Donc, les émotions que j'ai déterrées, qui sont associées à la confiance, ça va être souvent, quand on modélise, ça va être souvent le calme, mais aussi la détermination, la lucidité, la légèreté, le détachement. Et j'ai mis agressivité saine, c'est-à-dire combativité. C'est pas agressivité. Je fais une nuance dans le livre aussi. C'est pas agressivité, c'est combativité saine. Vous voyez la différence. Hein. Donc, toutes ces émotions en général, elles sont associées avec la confiance. Quelqu'un qui a confiance, quand on le modélise, on arrive à retrouver celle-là. Si je vous interroge 2 secondes et que je vous demande à votre avis quelles autres émotions on retrouve quand quelqu'un n'a pas confiance, vous allez me dire, si on modélise un peu, qu'on regarde, juste qu'on observe quelqu'un qui n'aurait pas confiance en lui, la peur, la tristesse, la colère ancrée ou colère, voilà, tout ça. Donc vous voyez bien que ça ne marche pas. La patience aussi, très mauvais la patience. Ça, j'ai lutté beaucoup. L'impatience. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Le plaisir à l'émotion de la performance, oui. Oui, alors c'est vrai que, alors il y a beaucoup de textes en ce moment qui sortent sur effectivement la notion de part. Attention parce que, attention. Évidemment que c'est une conséquence en fait. Arriver à trouver du plaisir dans la pratique, quelle qu'elle soit, c'est clair que ça me semble être au cœur de la bonne pratique. Maintenant, quelqu'un qui va venir vous voir de l'environnement, parce qu'il y a souvent des entraîneurs qui disent c'est dur parce que j'ai envie de venir vers vous, mais il y a toujours l'écran. J'ai super envie de venir vers le groupe à chaque fois. Donc, c'est le corps qui. Non, il y a un public devant, j'ai envie de vous respecter aussi, donc c'est difficile. Je disais, sur le plaisir, il y a des gens qui le parachutent en disant fais-toi plaisir, toi, ma belle-fille passe le bac, fais-toi plaisir. Passe le permis, fais-toi plaisir. Enfin, tu vois, les gens ils sont là, mais fais-toi plaisir, tranquille, c'est bon. Tu vois. Et ça, c'est un effet inverse en fait. Tu peux pas.
quand il y a quelqu'un qui est en situation mettre du plaisir là-dessus. Donc il faut que intérieurement, il arrive à trouver du plaisir dans tout ce qu'il a réussi à mettre en place pour réaliser sa prestation, qui n'est pas lié, et je le répète, mais alors ça, par contre, c'est très très fort, ça, qui n'est pas lié à la victoire ou à la défaite. C'est très important ce que je viens de dire là, ça embrasse deux notions dans la méthode accéder. Ce n'est pas lié à la victoire, à la réussite ou à l'échec. La notion de plaisir doit être, et la notion de confiance aussi, doit être en dehors du résultat. À partir du moment où vous liez vos résultats à d'autres choses, à la confiance, etc., vous allez vous planter et vos coachés vont se planter. Ça, je l'ai vu sur 20 ans, je l'ai vu, mais je sais pas, à chaque fois pratiquement. J'ai fait ça, je suis nul. Ça veut dire ça de moi. J'ai fait une pièce, j'avais le premier rôle, la presse a écrit que j'étais nul, je suis nul, j'arriverai plus jamais, je vais me suicider. J'ai raté ce concours-là, ma vie est foutue. Etc. Vous vous liez au résultat, vous identifiez votre résultat. C'est cata, quoi. C'est cata. Et je vous dis, même si on le sait, les gens le font quand même. Donc il faut se battre contre ça. En fait, il y a des choses qu'on sait, même théoriquement, que vous avez appris, que vous allez apprendre. Vous allez devoir lutter contre ça quand même. C'est important qu'on le sache. On le sait, mais on va se le coltiner quand même et il va falloir lutter contre. Ok ? Donc voilà, le soutien de l'environnement, très important. Donc évidemment, c'est lié à l'environnement, les gens de confiance. Vous savez en psychologie de la santé que le soutien social est très important. Et savoir communiquer, savoir se protéger. Donc par rapport à l'environnement nocif, on en a parlé tout à l'heure. Se protéger et s'entourer de personnes aidantes. La concentration, je vais passer rapidement. Mais c'est une notion qu'il faut étudier très, très attentivement, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout perçue comme ça, comme telle. C'est quelque chose qui n'est pas... on n'apprend pas à se concentrer. À l'école, on ne vous a jamais appris comment. En entreprise, on ne vous dit pas comment. Et donc, on n'étudie pas ce domaine-là. Alors qu'en sport, à un moment, tu es obligé de le faire. Parce que quand le mec arrive et te dit, il y a un public, je ne sais pas comment faire, machin, tu es obligé de poser le jalon en disant, OK, on va parler pendant 2 séances de 3 heures de concentration. Et on devrait le faire. Bon, chacun devrait le faire dans tous les domaines, tout le temps. Parce qu'en vrai, c'est un domaine, c'est un thème hyper intéressant. Donc, j'ai fait des recherches là-dessus. Pareil, vous regarderez si vous vous procurez le bouquin. Ou vous regarderez, en tout cas, regardez sur Internet. Sinon, il y a plein de recherches sur la qualité, la quantité, la constance, comment il faut faire, les pauses. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à mettre en place. Après, il faut se l'approprier à soi. Chacun est différent. Il y a des gens, ils vont vouloir s'isoler. Il ne faut pas. Il y en a, ils sont en open space. Ça leur convient. Donc, il faut vraiment se faire un plan perso. Et après, non, mais c'est super important. Il faut le dire aux gens. Là, je mets un casque, c'est pas contre vous. C'est parce que c'est comme ça que je suis le plus productif. Ou alors, il faut un bureau, je m'isole, c'est pas un truc, c'est parce qu'il faut le dire. Sinon, vous allez souffrir d'une force et vous n'allez pas pouvoir travailler. Bon, plein de choses à travailler dans la concentration. La fatigue, évidemment, fait baisser tout ça. La consommation du temps également. Aujourd'hui, on est arrivé à dire qu'on est dispersé. On arrive à dire qu'on dépense notre temps à 70% de manière mauvaise. Donc, on n'est pas bon au niveau de la concentration, ni dans les entreprises, ni en sport. Donc, stop, quoi. À un moment, stop. Ouais, je commence un peu, des fois, Ah, pardon. Non, mais bon, des fois, en fait, je constate des choses depuis tellement longtemps. Il y a un moment où je me dis, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Mais bon, il y a encore des lacunes. La reconcentration, la déconcentration, identifier ses perturbateurs. Il y a tout un travail à faire sur quels sont vos perturbateurs internes, externes, comment les gérer, les rituels. Je ne peux pas rentrer là aujourd'hui dedans, mais il y a plein de choses à faire dans les rituels. S'appuyer sur ses points forts également est important, non seulement dans la confiance, mais aussi dans la concentration. Si je sais quand je vais jouer contre telle personne que je vais m'appuyer sur mes points forts, je peux me concentrer là-dessus. Si je pars en observant ce qui me manque, je n'arriverai pas à faire une prestation. Je ne peux pas détailler. Évidemment qu'on peut le faire en hypnose aussi, on peut le faire en auto-hypnose, ça marche très bien. En hypnose, on arrive à arriver dans des états de transe qu'on peut reproduire en auto-hypnose, qui sont des états proches de la transe, qui est décrite par James Lohr, qui sont des choses qu'on peut reproduire après et s'auto-motiver, s'auto-conditionner à arriver sur un match en pleine possession de ses moyens, c'est indispensable. On ne peut pas arriver sans s'être préparé. Ça me paraît, enfin on peut, mais je ne sais pas comment ils font les autres. L'environnement, je vais très vite, l'environnement dans la performance, évidemment qu'il faut apprendre à gérer son environnement hérité, c'est-à-dire être à l'aise avec
les gens qu'on n'a pas choisis. Et ça, des fois, on se traite des choses, des chaînes pendant très longtemps. Donc, il y a tout un travail en transgénérationnel à faire. Donc, vous pouvez vous référer à des très belles thérapies pour ça. Par contre, moi, je ne suis pas spécialiste. Mais s'il y a un travail à faire, j'envoie vers des gens qui savent très bien le faire. La généalogie aussi, c'est très important. J'en ai fait un petit peu. Ça, c'était super intéressant. Comprendre d'où on vient, comment ça, les liens transgénérationnels, la généalogie, les chaînes, ce qu'on reproduit, etc. La psychanalyse aussi peut vous aider à un moment pour ça. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis après, il y a tout ce qui est à développer, les capacités de communication efficace. Pour vous positionner par rapport à votre environnement. Évidemment, il faut du courage pour parfois sortir d'une lignée. Et après, il faut apprendre à se protéger. Car chacun est différent. Donc ne vous comparez pas. Avoir des mentors est très important, vous le savez, en PNL, ça on en parle beaucoup. Donc, ça ne veut pas dire copier, ça veut dire s'inspirer. Donc ça, c'est très très important. Et la capacité, ce que vous disiez tout à l'heure, lâcher prise, il y a toute la notion de ce que je contrôle, ce que je ne contrôle pas. Donc ça se travaille aussi. C'est tout dans l'acceptation, dans la partie acceptation. Oui, ça fait un programme assez riche. Hein. Et ensuite, il y a la capacité de choisir l'environnement souhaité. Deux parties dans l'environnement. C'est, par exemple, quand je coach des leaders, des chefs d'entreprise, ce que j'observe en grille et ce que j'encourage si j'ai la chance qu'ils m'emploient, c'est m'assurer qu'ils s'entourent bien. Qu'ils aient un très très bon entourage. Parce que derrière, c'est ça en fait qui compte. Sur les grands chefs d'entreprise. Hein. Évidemment, penser à soi. Donc, il y aura toujours la gestion de l'énergie. Ça, c'est rapporté à tout ce qui est gestion de l'énergie. Donc, pareil, on peut travailler beaucoup sur la gestion de l'énergie. Vous pouvez faire des bilans aux gens médicaux, de sommeil, d'alimentation, etc. Travailler avec des diététiciens. Vous ne privez pas des meilleures ressources possibles, quoi. Parfois, le coaching ne suffit pas, l'intellectuel ne suffit pas, ça va sur le corporel. Si vous voyez que ça ne suffit pas ce que vous faites avec la personne, déléguez. Peut-être lui faire 2 mois de diététique, c'est hyper intéressant. Puisque c'est systémique, puisque le corps est lié à l'esprit. Si vous travaillez sur les deux dominantes, vous allez avoir des répercussions aussi sur le mental. La détermination, la motivation, on en a déjà un petit peu parlé, donc je passe. Il faut que ça ait un sens. Il faut travailler sur les deux, l'intrinsèque et l'extrinsèque, même si l'extrinsèque pour les sportifs est très important, c'est-à-dire ce qu'on dit d'eux, ça les motive. C'est pareil pour un chef d'entreprise, il est parfois motivé par la concurrence, ça c'est très important, mais il faut aussi que ce soit très alimenté par l'interne. Comment se démotiver? Là, normalement, je fais un jeu sur 2 heures et je note toutes les meilleures pratiques pour se démotiver, il y en a plein. Je vous laisse imaginer. De soi à soi ou de soi aux autres, hein. Il y en a plein. Pour être démotivé, c'est très facile. Hein. Un regard, des fois. Un regard. Bon. Évidemment, la motivation est extrêmement importante à observer pour un coach dans ma méthode, mais aussi un coach en général, que ce soit de soi à soi ou même par rapport aux autres, parce que c'est un indicateur de performance. Parce que ça ne se passe jamais comme on veut. Évidemment, il y aura toujours la puissance du rêve, ça, je n'ai rien inventé, je le rapporte de la formation PNL. Mais j'aime bien cette notion d'imaginaire lié aux enfants. J'aime bien exploiter ça à plein de différents endroits. J'en ai déjà parlé, les freins, les exploiter. Les émotions, dans la performance, elles sont évidemment au cœur de la méthode parce que là, on les retrouve dans toutes les notions. Donc, vous me dites au niveau du chrono, j'essaie de speeder, mais on a commencé à tard. D'accord, donc ça va, j'ai encore un peu de temps. Ça va? Ça va. Non, mais je veux tenir par respect aussi le créneau. Je tiens le chrono, donc... moi, j'ai eu un chrono à tenir, donc je fais ce qu'il y a à faire. Comment ça? Non, mais moi, je vais à la plage. Donc, les émotions que de la performance, si vous avez besoin d'une pause, c'est bon? Je peux continuer? Ok. Donc, elles sont légion. Pareil, là, pour le coup, j'ai dû vraiment documenter parce que il y a beaucoup de choses sur les émotions, mais en fait, je trouve que c'est un thème encore à creuser, quoi. Allez voir, parce qu'il y a les émotions physiologiques, il y a déclenchement, il y a qu'est-ce qu'on considère. Enfin, il y a beaucoup de choses à travailler sur les émotions, je trouve.
beaucoup de gens écrivent sur ça, mais j'étais pas satisfait en fait de ce que je lisais. Donc j'ai dû creuser un peu ce sujet-là. Je suis toujours pas satisfait, mais c'est pas grave, ça me laissera encore 10 ans de curiosité sur le thème. De toute façon, c'est un truc, étymologiquement, c'est émouvéré, c'est ce qui met en mouvement, donc c'est ce qui laisse envie. Donc de toute façon, tant qu'on s'interroge sur les émotions, c'est bon signe. C'est qu'on a envie. Donc pourquoi? Parce que toute la journée, on passe dans des états émotionnels, Christophe André, etc. Donc forcément, là, c'est un sujet qui nous touche. Là, autant il y a des trucs sur ce que j'ai raconté, vous pouvez me dire, ouais, mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Là, que vous soyez ado, enfant, bébé, vieux, enfin, personne âgée, etc. Normalement, ce sujet-là, on est outillé, hein, on le traverse. Donc, et dans le sport, et dans la performance, pardon, pas le sport, mais la performance, bah là, les émotions, c'est clair qu'elles viennent soit freiner très vite la performance, on va l'arrêter, soit eh ben, on a un bon rapport à nos émotions, et là, bah, ça aide, et ça va amener vers la zone. C'est-à-dire que le jour J, on n'est pas pollué par nos émotions. On a une frustration, mais on la gère. On a une colère, on arrive à la mettre de côté, à la traiter, à l'exprimer. On a une déception, elle passe très vite. Moi, j'ai eu des cas, vous ne savez pas, j'ai eu des cas de sportifs. Ils mettaient 6 mois à se remettre d'une défaite. Temps perdu sur la carrière qui est déjà pas très grande. Il y a urgence quoi, à travailler sur ce domaine-là. Sinon, tu perds un temps infini, quoi. Donc, elles sont liées à la performance, ça c'est indéniable. Et donc, il faut apprendre, il faut travailler sur ça, il faut mieux se connaître par rapport à ses émotions, pour savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui déclenche, est-ce qu'elles sont aidantes, est-ce qu'elles ne sont pas aidantes, est-ce que ma déception est débordante, est-ce que ma tristesse est récurrente, est-ce qu'elle est liée à une défaite non débriefée, est-ce que je ne m'autorise pas le droit à être joyeux. C'est les perfectionnistes, par exemple, qui a cette interdiction d'être joyeux, d'être dans la joie, qui fait qu'à un moment, ça va jouer sur la motivation et ça va se retourner contre l'ambition. Alors que ça alimente l'ambition à la base chez les perfectionnistes. Donc c'est tout un paradoxe aussi à travailler. Comment réguler ça? Ça, c'est un travail qui est magnifique à faire. Voilà, il y a tout le lexique émotionnel, il y a une palette émotionnelle incroyable. Il faut qu'elle soit au service de l'action. Donc je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais elles doivent être au service. La peur doit être pour bien se préparer et non pour inhiber. La colère pour alimenter la motivation et pas pour être en colère contre le monde entier et contre soi. La colère, c'est une gâchette extrêmement intéressante. Juste, on en parle. Le problème, c'est que, enfin, je ne sais pas comment vous l'avez perçu vous, mais je trouve que, en tout cas dans notre éducation parfois et culturellement, les émotions sont encore tabous. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à aller au bout, quoi. Alors qu'elles sont hyper intéressantes en fait. Donc la colère, ça peut être hyper intéressant. La tristesse, c'est ça qui fait que sur le film Vice Versa, j'ai pris un échantillon super bien expliqué. C'est ça qui fait qu'on peut derrière se rattacher. Donc c'est lié à l'amour. Donc si vous voulez aimer ce que vous faites, il faut avoir été triste. Il faut avoir la capacité d'avoir une bonne relation. Celui qui s'interdit d'être triste, c'est pas son deuil, il ne peut pas progresser derrière. Pareil pour la joie. Celui qui n'a pas accès à la joie ne peut pas célébrer ses victoires. Donc derrière, ça va être un peu pénible d'aller au travail. Il faut parler de plaisir. Comment tu peux avoir du plaisir sans joie? Donc elles sont toutes interconnectées. Et ça, c'est super intéressant. Je tourne vers toi parce que je sens un lien systémique là fort. Mais peut-être qu'il y a d'autres formules à la systémie et je ne comprends pas. Voilà. Parler de colère, c'est potentiellement un problème ou ça peut être une source. Non, c'est ce que j'ai exprimé en fait. C'est ce que j'ai exprimé. Je te remonte la dia, parce qu'en fait, tu n'as peut-être pas vu la dia pour alimenter la motivation. C'est-à-dire que les colères sont super saines. Super saines. C'est-à-dire, à la limite, même quelqu'un qui ne se met jamais en colère sur un truc où il a investi, je me dis, mais. Je veux dire, ok, il faut être ok avec la déception, il faut être léger et tout. Mais c'est aussi un bon indicateur d'investissement, quoi. Et d'application. Donc c'est top. C'est top. Non, il ne faut juste pas que ça traîne. Il ne faut juste pas te traîner une colère comme un boulet pendant 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des gens, tu leur parles, ils ont 70 ans, tu leur parles, ils te disent « Oui, mon cousin, si je le vois, je lui casse la gueule !» Il s'est empoisonné pendant 52 ans. Hein? Il doit travailler encore. Ouais, 52 ans de poison. Écoute, à un moment, stop, quoi. Pour toi, hein.
moi, j'ai de la chance parce que ça me rend malade, en fait. Donc, j'ai de la chance dans ma physiologie que les émotions, j'ai peut-être une hypersensibilité, mais les émotions, je les ai très fort et très vite dans le profil. Donc, c'est pas une chance parce que c'était un problème, mais maintenant, c'est une chance parce que finalement, je peux pas les garder. Je peux pas les garder. Si je les garde, elles me rendent malade, vraiment. Je ne suis pas un exemple là-dessus, hein, vaut mieux être moins sensible. Hein. Et la déception comme preuve d'engagement, ce que j'ai dit. Mais le doute, il doit être au bon endroit. Alors, si on n'en a pas, si on n'est pas câblé de doute, c'est un peu dangereux, ça va être fonzo, je fonce dans le mur. Si on en a trop, on est empêché dans l'action. Donc, ça va être une régulation du doute. Ça, c'est un truc que je travaille énormément en coaching. Avec les élèves de prépa, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. La régulation du doute, parce qu'eux, ils n'ont pas de validation, ils ont 3 ans de prépa, et ils n'ont pas de validation de leur niveau, à part les concours blancs, mais ça ne veut rien dire, ils se sont défoncés, ils ont 4 sur 20, donc ils sont alors là, déçus, cassés, humiliés, pas de confiance. Donc là, moi, je suis obligé de restaurer ça, et je suis obligé de mettre le doute au bon endroit, et ça, réguler ça, c'est hyper dur, parce qu'ils sont en plein doute tout le temps. Ouais, un douteur au bon endroit, en fait, je dirais. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, doute bien, mais au bon moment. Mais par contre, mes doutes, mais bien. Par exemple, moi, si je fais une presse, je vais me prendre la tête, je vais douter comme un malade. Hier soir, machin, je revois parce que ça fait 2 mois que je ne l'ai pas fait. Faut que je veux pas dire, je veux voir si c'est à jour, s'il est bien et tout. Je vais douter comme un fou pendant 2 heures. Vraiment beaucoup. Quand j'ai fini, j'ai enregistré, c'est fini, je suis à fond. Et le problème de certains gens qui font de la performance, c'est qu'ils doutent pas du tout avant. Ils arrivent, ils ouvrent la porte, ils arrivent, bonjour. Alors, ah oui. Alors non, cette dia, je voulais pas vous la montrer en fait. Alors celle-là, non. Alors, et là, on sent tout de suite que le doute n'est pas au bon moment. Et si le doute est trop près et trop après, bah, ça va casser la dynamique de l'action, quoi. Donc un petit moment, beaucoup avant, pas du tout pendant. Et ça, je peux vous dire que chez les sportifs, il faut arriver à leur faire débrancher le cerveau sur ça. Ça, c'est super dur. Et un petit peu après. Bah, la régulation, eh ben, ça, c'est un travail, c'est super ça à faire. La pseudo-régulation des émotions, ça, je vous envoie vers Robert Zuili, qui est l'expert des émotions en France, sur les termes de pseudo-régulation et de vraie régulation. Mais il y a des choses à travailler aussi. Des compétences émotionnelles, je vous envoie aussi à voir. Et enfin, les ressources. Alors, dans le R de ressources, j'ai mis ressources et responsabilités. Responsabilité pourrait être au début de la méthode. Pourquoi? Parce que si un sportif te dit c'est pas ma faute, c'est la terre battue, c'est mon entraîneur, c'est les chaussures. Ou si un manager te dit c'est pas ma faute, il a plu, machin, etc. On ne peut pas commencer un travail de coaching. C'est pas possible. Donc la responsabilité, elle va arriver peut-être au cours du processus. Mais en fait, dès le début, ça peut bloquer, quoi. D'accord. Mais je l'ai mis parce que R de ressources, c'était bien de le mettre avec R de responsabilité, quoi. Parce que sinon, ça faisait accélérer. Donc ça n'allait pas, donc c'est plus vendeur. Donc responsabilité, c'est très important. Alors j'ai mis des vidéos, j'en parle dans le bouquin aussi. J'adore Stallone. Vraiment, je ne suis pas en train de rigoler, j'adore Stallone. Autant je cite Spinoza, tout ce que vous voulez, etc. Autant je cite Alizé, Lolita ou Stallone, parce que je trouve qu'il faut avoir des références dans tous les champs. C'est super intéressant. Et j'adore Stallone parce qu'il est très méconnu. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout à sa juste valeur. C'est quelqu'un qui a galéré. Donc, dans la partie échec, j'en parle aussi, mais c'est quelqu'un qui a une résilience incroyable, qui a eu des coups durs. Voilà, un environnement pas évident avec sa mère, etc., qui est né paralysé, qui s'est battu comme un fou et qui a quand même réussi, qui écrit ses propres films. Alors, ok, les gens disent oui, c'est un acteur. Non, il écrit tous les scénarios. Il faut quand même les écrire, les films. Enfin, Rocky, c'est quand même un truc, ça fait 30 ans qu'il vend le même film. C'est fort. 7, il en a fait en tout, 6 ou 7. Maintenant, il y a la franchise Apollo, donc il y a la suite, Creed. Donc il en a fait 6 de Rocky, plus maintenant il y a les 2, puis ça. En fait, l'histoire, c'est une histoire sans fin. Pourquoi ça touche tellement le monde et pourquoi ce film, moi, il me rend dingue, le premier. Parce qu'en fait, c'est la résilience totale. Et c'est un one shot, 1 million shot. C'est quoi? C'est un mec qui est un loser, dans une salle toute pourrie, à faire le balai à la fin du truc.
il y a un désistement sur un challenger, on lui dit tu as un one shot. Tu le prends ou tu le prends pas? Le mec, c'est un boxeur de deuxième catégorie. Il le prend. Et il y met tout son cœur. Et ça passe. Et ça transforme sa vie. Donc c'est saisir l'opportunité. Ça, j'ai trouvé assez fort. Et donc l'écriture, c'est quand même quelqu'un qui écrit beaucoup. Et dans tous ses speeches, vous regarderez dans ses films, maintenant vous regarderez d'un autre œil, Rocky, hein, ou les autres films de Stallone d'ailleurs, parce qu'il y a toujours ces mêmes scènes. Dans Over the Top, j'ai mis un extrait d'Over the Top. Moi, je me le regarde en boucle. Over the Top, il parle à son fils. C'est clairement de la responsabilisation. Oui, pourquoi? C'est ta faute. Alors regarde bien, c'est pas ta faute. Tu vas y retourner, puis tu vas perdre, mais tu vas perdre avec dignité. Puis tu vas apprendre de ça, puis tu vas progresser. Donc il a les mêmes scènes dans plein de films. Mais donc ça, il illustre très bien ce que je veux dire quand je parle de responsabilisation et de courage en fait, faire face à ses peurs. C'est un peu ça. Et Alizé, pourquoi? Parce que c'est pas ma faute à moi, donc c'est pas ma faute à moi. C'est la fameuse chanson qui dit c'est pas ma faute. Alors évidemment, après, dans les ressources, on peut apprendre soit de soi à soi, soit en apprenant de l'extérieur. Donc il y a deux manières que j'encourage. Et ce qui n'est pas très encourageant en management, c'est d'apprendre de soi à soi. On vous dit souvent d'aller faire des formations, faire coacher, etc. Même si le coaching normalement est supposé révéler la richesse intérieure, etc. Bon, je trouve qu'on est beaucoup sur l'apprentissage externe quand même. Et apprendre de soi, c'est vraiment aller puiser sur des expériences passées et faire un transfert de compétences et aller. Je trouve qu'on le fait peu, quoi. Même moi, je trouve qu'on pourrait le faire mieux encore. Je vous donne un exemple, parce que vous n'avez pas l'air très emballé. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit oui, on voudrait. Alors oui, vous voulez être chargé de projet, vous voulez être chargé de projet, mais vous n'avez jamais fait de management, en fait. Et regarde un CV de quelqu'un d'autre. Mais en fait, dans le CV de l'autre personne, il n'y a pas eu officiellement du management, c'est-à-dire responsabilité directe en entreprise. Et il y a eu plein d'expériences d'interaction avec des gens, de groupes, etc. Ce n'est pas du management. En tout cas, ce n'est pas les mêmes compétences de management. Ça se rapproche. Est-ce qu'on ne pourrait pas capitaliser là-dessus et apprendre de soi, en fait? Donc ça, je pense qu'on peut le faire à plein de niveaux et je trouve qu'apprendre de soi, c'est un truc qui est peu développé, en fait, et qu'on pourrait mettre sur des séances spécifiques. C'est quelque chose de paradoxal, d'accord? Comme le médecin qui dit tout, alors qu'en fait, on est dans une relation, on a des questions. Alors, il y a plein de choses. On va voir un coach, en fait, on va voir le coach. C'est bien que la veut dire apprendre quoi? Alors, je ne sais pas si tu fais bien de me lancer. Bon, je vais essayer de répondre rapidement, d'accord? Même le médecin aujourd'hui, les médecins se plaignent à 80% du fait que les patients sont tous sous-sachants, tout puissants. Ils arrivent avec leur diagnostic. Et ils sont obligés de détricoter le diagnostic qui a déjà été fait par les recherches wiki, enfin Internet, etc. Donc, je veux dire, ce que tu me mets comme c'est pas le, pour moi, c'est pas le cas aujourd'hui. Les gens sont. Est-ce que c'est bien? Non, mais alors, juste pour dire par rapport au médecin, tu parlais de l'exemple du médecin. Je qualifie le médecin. Ça, c'est plutôt un bon conseil, pour le coup. Après, c'est ta conscience de soi, de ce qui te fait du bien ou pas. Mais lui, il est bien dans son conseil, il est bien pour le coup. Mais si c'est un conseil qui est plutôt positif, après, c'est à toi de le suivre. S'il était coach, il essaierait de te faire dire que c'est bien pour toi de te mettre en mouvement. Coach médecin serait pas mal. Coach médecin serait parfait. Il dirait oui, vous êtes renseigné sur tout ce qui est sédentarité. Oui, c'est dur. C'est dur. Vous n'arrivez plus à respirer. Très bien, ok. Ouais, c'est vrai. Ça peut aller vers l'obésité morbide, c'est pas évident. C'est du paradoxe. C'est du paradoxe. Ça peut, oui, vous avez vite. C'est vite que l'espérance de vie est réduite de 12 ans. Ah oui. Écoutez. Alors, vous êtes au courant de qu'est-ce que vous pourriez faire pour écoutez, la prochaine fois on en parle. Renseignez-vous. Ça, c'est un coach médecin. Balèze. J'en connais peu qui font ça, mais balèze. Ce serait top de faire ça. Il faudrait qu'il ait été formé au coaching. Et il y en a. D'ailleurs, j'ai rencontré des médecins qui se forment au coaching, c'est super. Parfait. Après, voilà, quand je dis apprendre de soi, c'est évidemment qu'on peut être guidé.
C'est mieux même d'être guidé, mais après, après c'est une curiosité aussi. C'est une curiosité, tu vois. C'était très développé, on en parle. Ouais. C'est le paradoxe. Exactement, exactement. Et puis apprendre des autres, ça demande de la curiosité, de l'humilité. Pas toujours facile quand on est adulte et qu'on a eu une posture à un moment, un poste, etc., responsabilité, de recommencer à zéro dans un autre domaine. Bon. Donc ça se développe toute sa vie. Et être comme l'eau, la flexibilité, on en a parlé, s'adapter, ça c'est des choses qui se développent. Alors, moi j'envoie souvent les gens en théâtre d'improvisation parce que j'étais prof de théâtre pendant quelques années, j'ai bien aimé faire ça, j'ai trouvé que ça aidait beaucoup les gens. J'ai trouvé que ça avait un impact sur leur vie de se lancer à faire un exo où tu sais pas où tu vas. Mais en fait, c'est pas vrai, tu sais où tu vas quand tu fais pas. Mais bon, ça s'apprend en fait. Donc ça, c'était cool. Et voilà, il y a plein de manières, danser, chanter, c'est aussi des choses qui permettent, que j'encourage, qui permettent de développer aussi ces capacités d'impro, d'interaction avec les gens. Quand vous faites une chorale, quand vous co-construisez dans n'importe quel domaine, c'est valable. Et ça, il ne faut pas arrêter adulte. C'est ça, c'est le truc. Et donc, il y a plein de ressources à développer. Alors, ça rejoint aussi les ressources qui étaient des émotions dans la confiance, mais tout est lié, qui sont créativité, patience et détachement, etc. Voilà, pour finaliser, j'espère que j'ai été dans les temps. Je pense que j'ai fait 1h10, à peu près. 1h, 1h10. Ouais, ça me semble bien. Je vais finaliser, je vais prendre quelques questions s'il y en a, mais je vais finaliser en disant que ce que je voulais partager avec vous, c'est que le fruit de tout ce travail, c'est que j'ai l'impression que l'accès à sa zone de performance idéale, optimale, n'est pas dû au hasard. Il n'est pas dû à une extrême fatigue et donc on lâche tout et on tente quelque chose. Il n'est pas dû à tout ça. Il n'est pas dû uniquement au travail. Il est dû à plein de choses qu'on met en place tout au long de sa vie qui font qu'on se donne les meilleures chances possibles de se mettre dans les meilleures conditions possibles, le plus de fois possible, de manière constante. Et c'est pour ça qu'on voit des gars comme… je finis la conférence sur Federer parce qu'encore une fois, je suis complètement admiratif d'un gars qui a 40 ans et qui continue à gagner les tournois du Grand Chelem ou d'aller en finale. Et en ayant beaucoup étudié son cas et modélisé, il a beaucoup de choses de ce que je vous ai raconté en place. Un environnement très sain, une progression permanente. Sans arrêt, il change de raquette, de matériel, fait de la recherche et développement en permanence. Il a un staff incroyable, médical, il fait des innovations en permanence, etc. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant à creuser. Et ce n'est pas du hasard, quoi. Ça ne peut pas être du hasard à ce niveau-là. À 40 ans, de continuer à être dans les meilleurs mondiaux, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ça que j'ai voulu partager avec vous, et ça dépend de plein de choses. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Pour donner la parole à oui, ceux qui sont à distance. Bien sûr, je vais leur donner la parole. Je lève la main. Attends. Michel, je vois que… Attends, activer. C'est elle qui doit activer. Tu peux lui dire. Michel Défaut, je pense qu'elle doit activer son… Moi, j'ai… J'arrive pas à activer. J'ai mal avec le PC d'arrêt. Tu voudrais que j'active quoi? C'est simple, déjà, on va peut-être… Michel, elle lève la main, mais je n'arrive pas à lui donner la main. Ok. Où elle est, Michel? Là. Elle va activer. Ah. Ça y est, Tu peux peut-être libérer tout le monde là. Si les gens veulent s'en aller, ouais. Je fais activer. Allez, on entend très bien, Michel. Merci, je disais bonsoir à tous et à toutes. Merci Jean-Marc pour ta conférence qui est très instructive et où il y a énormément d'informations, beaucoup de choses. Merci. Et moi, j'ai capté des choses qui me parlaient, bien sûr. Donc, je pratique la cohérence cardiaque. Je l'enseigne et on accompagne effectivement des sportifs, des médecins aussi. Tu as parlé des médecins, de cardiologues qui viennent pour se former, des coachs, des sophrologues, etc., des kinés aussi. Et en cohérence cardiaque, on travaille beaucoup sur la physio. Hein, tu as parlé aussi dans ton exposé de la physio. Où en est la personne de sa physio? C'est très important
parce que si la physio, la personne est au calme et la cohérence cardiaque est un outil qui nous aide à nous mettre au calme et à mettre les personnes au calme, eh bien, à ce moment-là, le cerveau frontal, l'hémisphère frontal est dégagé et l'apprentissage se fait et la performance est possible. Et la performance, pour moi, en fait, c'est le moment où on est dans un plus haut niveau de maîtrise. Alors, ce n'est pas forcément chez les sportifs, parce que chacun de nous peut connaître à un moment de sa vie, dans un secteur d'activité, dans sa famille, dans des activités que l'on fait, des moments de performance. Et les moments de performance, souvent, c'est quand on est dans cette zone de flow, ce qu'on appelle la zone de flow, c'est-à-dire la zone où on se sent on a une sensation de fluidité et où tout est agréable. Attends, tu as parlé aussi de plaisir et des émotions, et c'est très important pour moi, les émotions, et avec la cohérence cardiaque, bien sûr, on travaille sur la physio, on travaille aussi beaucoup avec les émotions, et d'ailleurs, avec l'Institut HeartMath, avec lequel on est en lien à Paris, pardonnez-moi, aux États-Unis, l'Institut HeartMath a fait des études en 98, justement, sur les émotions positives, et a prouvé dans cette étude, alors je crois qu'elle a été faite en 98, que quand on est en émotion positive, pendant les 6 heures qui suivent, on peut en bénéficier et donc on peut effectivement atteindre des niveaux de performance, en tout cas être meilleur dans son activité. Et elle a montré comme ça que l'hormone l'IGA, l'hormone de défense naturelle, enfin immunitaire, avec les émotions positives pouvait augmenter. Donc, tout ça est très important et intéressant, et je te remercie d'avoir rappelé que, et tu en as beaucoup parlé, surtout vers la fin de ton exposé, que les émotions, et surtout les émotions positives, sont importantes. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance, c'est une croyance très française, qu'il faut souffrir pour réussir, pour bien travailler, etc. Et là aussi, il y a du travail sur les croyances, tu l'as dit aussi. Alors, je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire, mais ça m'a bien parlé, et je te remercie pour ces connexions qui se sont faites spontanément. Merci. Merci d'avoir relevé un outil que j'utilise également, la cohérence cardiaque. En fait, tous les outils, je vous ai dit, tous les outils sont bons tant qu'ils servent le projet. Hein. Donc la cohérence cardiaque m'a beaucoup séduit aussi et va dans le sens de, effectivement, les notions que j'ai défendues à plusieurs moments de la conférence, c'est-à-dire le calme. C'est ça, la mise au calme. Ok. Est-ce qu'il y avait des réactions alors, je ne sais pas si... Vous pouvez prendre la main ou pas, ceux qui sont en ligne? Vous arrivez à réagir? Oui, normalement, on devrait pouvoir avoir la main, je crois. Non, normalement, chacun peut... Si vous voulez prendre la main, en tout cas, on est là. Après, comme ça, on pourra se retrouver nous. Tu peux afficher tous les participants là. Ben voilà. Oui. Vas-y, en attendant, de toute façon, Est-ce qu'il y a, dans le modèle que tu développes, est-ce qu'il y a la notion, quelle place tu mets pour la notion d'effort? Tu as parlé du travail, tout et pas de travail, et tout ça, je ne sais pas pourquoi moi j'ai pensé à l'effort. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Alors, l'effort, il serait au moment où, à la définition d'objectif, sur l'écart, en fait, les écarts, tu vois, sur les mini-objectifs. Si moi je serais sensible, à ce moment-là, quand tu définis un trop gros objectif avec trop d'amplitude, en général la motivation s'en ressent et la presta ne suit pas. Et donc il faut que l'effort soit raisonnable. Je pense qu'il faut que pour la progression soit permanente, il faut que l'effort soit raisonnable. Et c'est ça, quoi, moi, dans ma grille d'observation, quand je regarde, même dans les entreprises, hein, quand je fais des objectifs et que je vois que ça commence à partir, il y a trop d'efforts. Et trop d'efforts arrête le processus total. C'est-à-dire qu'on sort carrément de la performance. Donc ça, c'est quelque chose que j'observe en fait. Après, pas d'effort, c'est la cata aussi, hein, encore une fois. Mais c'est pour ça que je dis c'est toujours les extrêmes. Mais vraiment, ce que j'aime bien, moi, voir, c'est comment tu crantes. Chaque mini-objectif, comment tu le crantes, comment tu le mesures, n'importe quoi, n'importe quelle tâche. Et en fait, comme c'est pénible à faire, c'est pas pénible. Comme c'est une hygiène à faire, une hygiène à apprendre, un truc à apprendre, c'est juste qu'il faut apprendre à le faire tout le temps pour tout.
comment tu sais que là, Identifier comment. ouais. Comment tu sais que. Je sais que là, je suis dans Ouais. ma performance. C'est facile avec les. Ce que j'ai mis en œuvre avant pour Ouais. arriver à la Ouais, tu vois, les temps de passage pour les enfants, on le sait. Quand on s'intéresse un peu à la psychologie de l'enfant, on sait les temps de passage. Donc, on a des références, même s'il ne faut pas. On a plus ou moins des références. Donc, on peut voir. Mais quand tu es un adulte et que tu as une tâche particulière, spécifique, etc., comment tu peux cranter? C'est pas si évident que ça, en fait. Tu dois apprendre à maîtriser un nouveau logiciel. Quand est-ce qu'on pourra dire que tu es nul parce que tu n'as pas su le faire au bout de 2 semaines, ou alors que tu as toute une mise à niveau à faire, etc., ou que tu vas passer vite ou trop vite? C'est pas évident. C'est aussi savoir aussi comment on apprend, comment on fonctionne. Comment on fonctionne, comment on fait pour apprendre quelque chose et si on est satisfait ou pas de. C'est ça, c'est ça. Tu as réussi à. Est-ce qu'il y a des questions pour finir ou parce que sinon, à ce moment-là, on. Je ne sais pas. Je voulais juste demander aux participants. Ouais. Là, je vois Fabienne, Norbert, Ouais. Thierry, Cathy, Jean-Marie. Est-ce que vous avez un commentaire à faire ou ça quelque va. chose à dire ou une question? Vous pouvez agiter des petits machins. Norbert. Voilà Norbert. Norbert est quand même un ex-champion de France, il faut le dire. En plus. Donc, je te fais ta pub, Norbert. Je le laisse exprimer. Laissez-le parler. Non, mais j'ai trouvé ton intervention très intéressante parce qu'elle embrasse, c'est très dense, la préparation à la compétition, la préparation mentale à la compétition de haut niveau. Tous ces aspects, évidemment, la présentation était très complète et très exhaustive quasiment. Après, c'est une adaptation évidemment à la personne qu'on a en face de soi. Et c'est toujours une problématique singulière, personnelle. Et j'ai bien aimé aussi les illustrations avec Federer et d'autres. Mais les problématiques des sportifs de haut niveau, souvent, sont quasiment semblables aux problématiques de n'importe quelle personne dès lors qu'on a une pression, dès lors qu'on a un enjeu et une performance personnelle dans laquelle on est impliqué. Pour juste la notion, j'ai bien aimé la notion la question sur l'effort. Moi, j'accompagnais là récemment des marathoniens et des coureurs de longue distance qui, eux, ont un rapport à l'effort, moi, que je ne connaissais pas aussi intense. C'est que pour eux, ils intègrent l'effort, voire même la douleur, donc la souffrance, comme étant un paramètre de leur comment dirais-je, c'est comme un repère important. Par exemple, un marathonien, il sait très bien qu'à un moment donné, il y a le fameux le mur des… Voilà, les 30 km, voire 31, 32 en fonction des coureurs. Mais ils savent très bien qu'à un moment donné, ça va devenir très difficile. C'est-à-dire qu'ils ont même une sensation de brûlure, presque peut-être, comment dirais-je, tétanisé. Et pourtant, ils luttent contre cet effort-là. Et là, il y a vraiment une dimension mentale qui intervient à ce moment-là. Je pense que tu as complètement raison. Et par contre, le mot lutter, je pense qu'ils font alliance avec la notion de… Parce que c'est… Tu vois, s'ils luttent, c'est pas… Enfin, en tout cas, s'ils se disent qu'ils luttent, ça va pas aller pour eux. Mais oui, tu as raison. C'est un rapport différent pour les triathlètes ou alors les athlètes ultra-rail, etc. Tu as raison, c'est une notion un peu particulière pour eux. Après… ouais, c'est intéressant, je trouve, de les accompagner pour justement leur curseur à eux, il est différent. Voilà. Et en fait, c'est comment ils font avec ça. Et à un moment donné, c'est pas tant de faire abstraction, mais c'est d'intégrer cette notion-là, cette difficulté, qui pourrait être perçue pour quelqu'un qui n'est pas expérimenté comme une difficulté, mais eux, ils l'intègrent comme un paramètre incontournable de leur discipline. Carrément. C'est comme les gars du RAID ou oui. Le contexte à eux est coloré différemment pour eux. Et d'ailleurs, c'est quand ils font la formation aux forces spéciales, ils sensibilisent, dans le mot médical, ils désensibilisent les candidats à la douleur, à plein de choses, pour qu'ils puissent se sensibiliser, avoir un rapport différent à ça. C'est un peu pareil, comment on pourrait dire, ils apprivoisent la douleur, leur corps, etc. Donc là, c'est des trucs extrêmes. C'est des problèmes. Et après, ils ont une salle de survie, ils sentent plus leur corps, il y a un cap. Ouais, après, il faut se méfier parce qu'après, certains poussent
poussent les limites un peu trop et ils reviennent jamais, quoi. Faut se méfier. Sur les sports extrêmes, il y a beaucoup d'accidents, il y a quand même beaucoup de gens qui finissent voilà, pas bien. Cette notion, en fait, que je trouve aussi d'équilibre et de savoir connaître ses limites pour éventuellement peut-être tenter de les dépasser, mais c'est pas tant de les dépasser, c'est ses propres limites personnelles, c'est-à-dire de se mettre en danger, quoique il y a certains sports où il y a une notion de danger. C'est pour ça que c'est très intéressant parce que le sport, c'est pas le sport, c'est des sports. En fait. Il y a autant de disciplines, autant d'états d'esprit, autant de problématiques qu'il y a de sport. Après, la notion d'effort, enfin, là j'ai l'impression que tous les deux vous parlez de ça, faut faire gaffe, quoi, parce que alors que c'est vrai que c'est pas moi qui ai choisi le livre La force mentale, l'intitulé, c'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, j'étais pas du tout pour ça. C'est l'éditeur qui a dit on fait ça. Moi, j'étais pas pour ça. Pourquoi? Parce que je savais déjà que attention, quoi, on n'est pas des Superman, déjà, 1, 2, les athlètes ne doivent pas se prendre pour des Superman, et 3, même en entreprise, il y a toujours cette notion de gestion de l'énergie et de burn-out qui est présente. Et quand tu sais qu'il y a 60% des sportifs qui sont en dépression, quand tu connais vraiment les statistiques, hein, avec les psychologues du sport, bah, tu calmes le jeu et tu arrêtes de les sublimer, quoi. Faut arrêter de fantasmer le truc. Et en entreprise, c'est pareil, fais plus, dépasse tes limites. Encore tout à l'heure, j'ai corrigé un mail de quelqu'un qui me disait corrige machin truc. Dépasser les limites, j'ai pas mis dépasser les limites. J'ai mis connaître ses limites et gérer, quoi. Mais il faut arrêter de vouloir toujours dépasser ses limites parce qu'après derrière, tu te retrouves avec des effets irrémédiables. Donc même les sportifs de très haut niveau, il faut relativiser le truc. On ne sait pas comment ils sont émotionnellement, on ne sait pas comment ils sont physiquement derrière. Faut faire... Même eux, je leur dis des fois qu'il faut faire attention quand même, quoi, tranquille. Parce que j'en connais quand même pas mal qui marchent comme ça. Hein. À 35 ans. Le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est assez délétère. Hein. Voilà. Le frottement excessif des articulations. Bon. Donc voilà, c'est super. Merci d'avoir posé cette question-là parce que ça permet de mettre des limites, en fait, de circonscrire les efforts. Ouais. Quelqu'un d'autre dans les peut-être à distance et après Non, mais je vais prendre après. Non, c'est bon? Fabienne, c'est bon? Fabienne, il faut que tu enlèves. Ouais. Voilà. Non, alors je voulais déjà remercier mes amis membres du bureau pour l'organisation parce que c'est juste top. Malheureusement, je n'ai pas été attentive sur tout le contenu de ta formation, de ta présentation. Donc, Désolé. je vais écouter. Non, c'est ma faute parce que j'avais des interférences et des choses à un client. Machin. Elle est enregistrée. Elle est enregistrée, donc je vais vraiment faire attention. Je vais la revoir. Parce que aussi, je suis praticienne en cohérence cardiaque comme toi, Michel, et comme Harley, bien sûr, mon cher Harley. Donc, ça m'intéresse d'autant plus. Et juste, il y a un truc qui m'a interpellée sur ce que tu viens de dire sur le titre de ton livre. Parce qu'en ce moment, il y a une polémique sur les livres en développement personnel avec Madame Julia de Funès, qui justement critique tous ces livres avec des titres accrocheurs. Mais en fait, c'est vraiment intéressant d'entendre que finalement, tu ne choisis pas le titre de ton livre. Moi, j'ai failli, j'ai failli arrêter la collaboration, moi. Parce que c'est dingue. Je trouvais ça. Je sais pas, tu travailles 1 an sur un bouquin. Le mec, il arrive, il te pond un truc, tu sais pas, il l'a même pas lu. Il l'a même pas lu. C'est-à-dire que je me suis retrouvé face. En plus, ça va plus loin que ça. Je me suis retrouvé face à tous les mecs. J'étais invité une année parce qu'ils m'avaient choisi mon bouquin pour. Enfin bref, bref. Je me suis retrouvé face à des gars qui me disent, qui ont brainstormé pour l'intituler. Et donc, devant moi. Et je leur dis, excusez-moi, vous l'avez lu? Non. J'étais là, mais oui, mais c'est sur la préparation mentale, ça va. Oui, mais. Et donc, je l'ai mal pris. Et derrière, ça a fait monter là. C'est pour ça que celui-là, c'est pas chez Duno. C'est pas chez Duno. Bon, ça m'a donné envie de l'acheter quand même, voilà. Non, mais je t'encourage à acheter plutôt Meilleur, le dernier, que La force du mental ou les autres, parce que Meilleur, c'est moi qui ai tout supervisé de A à Z, qui est corrigé, etc. Donc, mais après, voilà. Non, mais non, c'est pas ça. C'est juste que Meilleur parce qu'on peut s'améliorer, quoi. Et qu'on est imparfait, quoi. La force du mental, c'est trop, ça va dans le sens que tu dis, c'est trop prétentieux, en fait. C'est trop prétentieux. Ça me va pas du tout, en fait.
L'autre, j'aurais été un truc sur l'échec ou accompagner, enfin, je sais pas, un truc un peu plus soft. Si, il y a des auteurs qui ont. Si, mais je suis d'accord, je pense que il faut faire attention, il faut rester cool et après, sinon on va être attaquable. Ça décrédibilise en fait. Bien sûr. Quoi. Mais en fait, je trouve pas que ce soit terrible ce titre, mais c'est marrant parce que c'est vraiment un débat qui est en ce moment sur les réseaux sociaux avec beaucoup de choses qui se disent sur les livres en développement personnel. Il faut être vigilant que ce que le contenu soit dans le titre. En même temps, est-ce que Harlem m'aurait convoqué si il n'avait pas vu cette accroche? T'aurais mis quoi toi alors? T'aurais mis quoi? Non, mais ce que je veux dire, est-ce que allez, je vais élargir. Est-ce que le comité de la CDU aurait trouvé ça assez sexy si le titre n'avait pas été ça? C'est ça lequel force. Parce que vous avez quand même mis en lumière ce livre-là, alors que le dernier livre dont on avait parlé, c'était meilleur. Je sais pas, on a mis en lumière les livres comme vous voulez, la tour à débat. Non, mais c'est intéressant. Mais non, mais ça alimente le débat, tu vois. Bon, alors, je confirme, voilà. Moi, je convoque. Et les gens que je convoque ont l'intérêt. Ça, c'est le premier point. Le second, je ne sais pas qui est-ce qui a présenté le truc, là, mais je n'étais même pas au courant qu'il y avait une photo qui avait été mise. Et moi, ce que je voulais voir, c'était Jean-Marc qui nous parle de son sujet et pas un bouquin. Ah, et moi, ça m'a donné aussi envie d'acheter le dernier. Super. Et de le lire. Et certainement pas les autres avec des titres à la con qui ont fait par des éditeurs qui nous les brisent. Et j'aurais fait des préparations mentales. Ouais, c'est comme ça. C'est ça, Oui, non, mais je plaisante, c'est juste pour rebondir sur le sujet. Non, mais je sais qu'on m'a acheté. On m'a acheté aussi à cause de ça. Donc, c'est naze, mais c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Dernier, oui, il y a Blandine qui voulait dire un mot, je crois. Oui, je voulais juste te poser la question. Tu avais choisi quel titre, toi? Je sais pas, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de brainstormer. Ah, tu n'as pas eu le temps de choisir, d'accord. Ok. J'ai pas eu le temps. Mais je pense que ça aurait été autre chose. Ça aurait été histoire de sport, histoire de progression. Ouais, Blandine, si tu es toute seule, tu peux baisser ton masque parce qu'on ne t'entend pas bien. C'est bizarre. Non, je ne suis pas toute seule. En fait, je suis dans ma boîte encore et je n'ai pas le droit. Travail. Je te charriais, tout va bien. Bravo, travail. Bravo, vous êtes courageuse. Ouais. Bon, nous, on a un mur en plastique, hein, ça ne se voit pas, mais il y a un truc. On est costaud, on fait ce qu'on peut. Bon, merci à tous. Alors, on va nous passer au moment café. Oui. Harley, avant de quitter, s'il vous plaît. Avant de quitter, je pense que Harley va conclure. Non, mais vas-y. Brigitte. Vas-y, conclue bien. Non, avant de conclure, simplement, les supervisions et les échanges de pratiques vont reprendre. Ça a été dit. Ouais, mais on n'a peut-être pas dit la date très clairement. Oui. Donc, alors, vas-y. La prochaine séance, c'est le 5 octobre. C'est lundi 5 octobre. Et ça sera en distanciel. Et on s'est dit que ça pouvait se faire tous les premiers lundis de chaque mois. Voilà. Et la prochaine, ce sera les échanges. De 18h à 20h. De 18h à 20h. 18h à 20h, je le redis devant la caméra. Le premier lundi de chaque mois, venez aux intervisions en ligne. De toute façon. Et c'est gratuit. Voilà. Alors, pour les adhérents. C'est gratuit pour les adhérents. Bien sûr. Pour info. De toute façon, ça sera. Il y aura une communication qui sera. Pour info, il y aura une communication qui sera envoyée, comme d'habitude, type newsletter ou autre, pour vous donner l'info. J'en profite pour vous dire que Fred Demarquet nous fait le plaisir de nous faire une conf le 22 octobre sur quoi? La posture éthique, constructiviste, coaching, accompagnement, et je ne l'ai pas tout mis dans l'ordre, mais ce sera un plaisir. Là aussi, alors je crois que ce n'était pas Duno. De toute façon, Duno, on a dit qu'on allait s'en occuper. Et puis un petit feedback rapide, vous pouvez mettre des pouces comme ça ou des pouces comme ça pour nous faire un petit feedback sur ce soir. Alors là, je ne vois que des pouces relevés. Et Norbert, Fabienne,
Ah oui, oui, je vois Michel qui fait des petits pouces. Et Cathy et Jean-Marie, on ne voit pas de pouces. Non, on ne voit pas. Et vous pouvez appuyer en bas, vous avez la possibilité de faire des petits machins. Dans réaction en bas à droite. Bon, en tout cas, nous étions ravis de vous avoir avec nous, à distance. Et puis, on va boire un petit verre à votre santé. Ah, Cathy! Bonne santé. Mais il n'y a pas que Cathy, je le connais, l'autre derrière. Salut Denis. Bonsoir à tous. Merci d'avoir participé. Au revoir.